Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Alexandre, tu l'as mentionné un peu plus tôt, c'est une alerte Amber ce matin qui nous tient en haleine parce qu'on est vraiment encore à cette heure-ci à la recherche d'un enfant. Oui, ça se poursuit. L'alerte Amber qui a été déclenchée aux petites heures là, cette nuit à 3h40, Grand Montréal. Donc, c'est un enfant de 5 ans qui a été enlevé à Brossard par une dame de 63 ans. L'enfant... Puis là, ils disent pas le lien. Hein? Non, c'est pas clair. Ça pourrait être plus clair dans les alertes Amber, on va se le dire, là, mais c'est une dame de 63 ans et l'enfant s'appelle Getishi Gao. L'enfant a 5 ans. L'enfant ça peut a 5 difficilement être sa mère. Je sais qu'il y a les miracles de la biologie de nos jours, mais ça pourrait être une grand-mère. Grand-mère, un proche. On spécule à l'heure actuelle, mais l'information... C'est rarement un étranger, là, je veux dire... Non, qui effectivement, un enfant, souvent là, c'est dans l'entourage, mais les policiers ne le précisent pas. Et l'information qui est importante pour vous ce matin, c'est le véhicule qui est recherché. Tesla, modèle 3, 2024, la couleur blanc. Un véhicule immatriculé en Ontario. Et pour ce qui est de la plaque, GVM K536. Si vous voyez le véhicule, si vous avez aperçu l'enfant, notamment sur les réseaux sociaux, vous avez la photo, je vous le décris quand même, cheveux noirs, 1m10, 40 kg. Si vous avez de l'info, appelez tout de suite le 911. Alors, dès qu'on a du nouveau de la part de la police, on vous fait signe, bien sûr, là-dessus. Ça se passe à Brossard. Sur les réseaux sociaux, ce matin, une des questions qui se pose... Ouais. Les gens qui... Moi, j'ai pas de Tesla, je connais pas tant ça la marque, mais les gens qui ont des Tesla ou qui connaissent bien Tesla disent, dans ce cas-là, on a des outils, semble-t-il, que technologiques. Oui. Tesla est capable à la fois de repérer où se trouve le véhicule et serait même capable de l'arrêter, là, d'en interrompre le fonctionnement à distance. Je vois ça, je vois des gens, des connaisseurs de Tesla qui disent ça sur les réseaux sociaux. En même temps, je veux dire... moi, j'appelle la compagnie Tesla au siège social, puis je dis, je suis la police, puis tel véhicule... Ouais, c'est quoi la procédure? C'est quoi la procédure? Une compagnie peut pas, sous l'appel d'un kidam, même s'il prétend être de la police ou de la Sûreté du Québec, est-ce qu'il y a une procédure qui existe entre les corps policiers de tous les pays du monde, de toutes les villes du monde, des Tesla, pour faire authentifier qu'il s'agit bien de la police? Et parce que quand même, un geste intrusif, là, si tu peux faire... arrêter ton voisin, geler le taux de ton voisin pour le fun en appelant, en te faisant passer pour la police, ça marche pas. Non. Je sais pas qu'est-ce qu'il y en est. Technologiquement, c'est possible, mais légalement, je sais pas par quelle procédure là, ça pourrait... Puis je suis pas certain qu'elle existe, la procédure, à l'échelle mondiale. Là. C'est une très bonne question, puis c'est vrai, on se la pose ce matin. Écoute bien cette histoire-là. Okay? Ça se passe en Montérégie, à Verchères. Il y a un père de famille, puis c'est Yves Poirier qui nous apprenait cette histoire-là sur TVA Nouvelles. Il a cru mourir. Il a eu peur de laisser sa vie. Quand il a fait une simple intervention auprès d'un jeune conducteur, il lui a dit « Hey, ralentis. T'es dans une zone scolaire. Ça s'est passé vendredi passé. » Et là, il racontait à Yves, sous le couvert de l'anonymat, parce qu'il a peur d'avoir des représailles. Il dit « J'accompagnais mon fils de 6 ans. On se promenait à vélo. Puis là, il voit un jeune conducteur de 18 ans rouler à haute vitesse dans une zone de 30 km/h. L'homme lui fait signe de ralentir. Il y a des enfants dans le quartier. Le conducteur agressif, finalement, quitte les lieux, mais revient avec son père et une arme. S'en est suivi cette altercation-là. Écoute bien le récit. Ces agresseurs, la première chose qu'ils font, ils débarquent et sans préavis, ils vous sautent dessus. Exactement. Puis il me parle, puis il me dit que c'est moi qui ai frappé son fils et ainsi de suite. Puis, alors que vous dites, si je l'ai touché, c'est vraiment accidentel. Non, j'ai dit, j'ai jamais frappé ton fils. On fait te mettre à genoux. Puis... dans le fond, c'est là que le jeune il était à peu près à 2 mètres de moi avec un arme à feu, puis il me pointait au visage. Mais c'était vraiment un petit 9 mm, puis j'étais pointé au visage. Fait que moi, j'ai eu peur, puis eux autres commençaient à paniquer vu qu'il y avait des voisins autour qui voyaient la scène. Bien là, on vous a fait agenouiller comme si c'était une exécution. Exactement, oui. Agenouiller, puis dans le fond, son père il était à ma droite, puis il gueulait à son fils de me tirer, vu qu'il y avait beaucoup d'enfants, de monde qui commençait à arriver, puis tout ça. Puis le père a dit au fils d'ouvrir le feu sur vous. Il me visait, puis il disait « tire-les. » C'est le rôle du père, ça. Hein? Quand ton jeune fait de la vitesse dans une zone de 30 km/h, ensuite, tu l'encourages à aller tirer la personne qui l'avertit. Ça n'a aucun sens. J'écoutais cette histoire-là. Non, mais... Là, il y a eu des arrestations, Mario. Les deux ont été arrêtés. On a leur identité. Sébastien Vachon, 42 ans, et son fils Machiavel Vachon, 18 ans, qui serait connu, lui, des milieux policiers. Puis là, il y a une kyrielle. Toujours bon à 18 ans quand t'es déjà... Quand l'expression « connu des milieux policiers » s'applique à toi à 18 ans,
disons que c'est un départ difficile dans la vie. Plusieurs accusations, là, Mario. Menaces de mort, lésions corporelles, voies de fait, utilisation d'une arme à feu, avoir braqué, déchargé l'arme à feu, parce qu'il aurait tiré un coup de semonce. Donc, Dans on a l'air, retrouvé dans les une airs. douille également. Mais je suis pas fou. Je sais bien que la justice va traiter ça parce que là, en bout de ligne, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. La justice, ça va finir par être banalisé devant les tribunaux. Mais tu dis des gens, le père qui fait ça, là, le jeune qui s'est fait élever de même, il va arriver quoi d'autre, là? C'est quoi la suite, là? C'est quoi la suite? Ça, c'est parce que là, tu te mets dans... Tu dis, OK, là, ça, c'est un événement, mais tu te places dans leur tête. Tu dis, OK, c'est des gens qui pensent comme ça, là. Tu veux-tu les avoir comme voisins? Et là. Ils sont détenus pour l'instant, Mario. Alors, tu les auras pas tout de suite. Actualité. À surveiller aujourd'hui, c'est une annonce importante pour ceux et celles qui sont propriétaires notamment de condos. C'est le ministre du Travail, Jean Boulet, qui veut revoir tout le modèle d'inspection des bâtiments. C'est dans le journal ce matin. Et l'objectif derrière ça, c'est d'éviter aux nouveaux propriétaires de condos le cauchemar de toutes sortes de vices cachés. Alors, il va faire cette annonce-là dans le cadre d'un déjeuner-conférence. Ça va se passer à Montréal, un déjeuner-conférence qui va réunir les grands acteurs de l'industrie de la construction. Ce qui se passe en ce moment, et elle est là peut-être la brèche, c'est qu'actuellement, il y a uniquement les ouvrages neufs de 4 étages et moins qui sont inspectés systématiquement par ce qu'on appelle GCR, qui est un organisme à but non lucratif, c'est Garantie de construction résidentielle. Mais tu sais, les grandes tours à condos qu'on voit entre autres là, à Montréal, dans les grands centres, bien, ces tours-là ne sont pas assujettis par ce règlement-là. Il n'y a pas nécessité de les inspecter, c'est toujours bien fait. Toujours. Écoute, personne tourne les coins ronds. C'est jamais cochonné, là. Non, mais dans des condos, là, il y a des histoires d'horreur, une, puis une autre. J'en ai suivi quelques-unes. La dernière que j'ai en mémoire, c'est des gens des Laurentides, du Grand Saint-Jérôme. Oui. Je ne sais pas si c'est dans la ville de Saint-Jérôme ou une ville de banlieue autour. Mais je me souviens de la détresse. J'avais fait des entrevues à LCN. Je me souviens de la détresse des gens parce qu'ils disent, mais regarde, nous, là, on a investi, je sais pas, de condo, mettons 300 000. C'est l'investissement de notre vie. Puis là, tout à coup, c'est pas assurable. Courir après des entrepreneurs, il s'est créé une compagnie à numéro là, pour se soustraire à ses obligations. Compagnie qui ferme après avoir réalisé le projet. Voilà. Donc là, difficile de courir après lui. On peut toujours, mais ça va nous coûter en frais d'avocat des dizaines de milliers de dollars. Des avocats qui pèsent fort sur le crayon dans ce genre de dossier-là. Après ça, les gens disent, ben là, si on fait les travaux valent... C'est tellement... Parce qu'il y avait dans ce cas-là, c'était le revêtement extérieur, de l'eau qui s'était infiltrée, des dommages importants, donc des vis à des édifices récents. Je parle d'édifices construits depuis quelques années à peine. Alors là, la somme des travaux, c'est quasiment la valeur du condo. Fait que c'est comme... En résumé, tu perds l'investissement de ta vie ou en tout cas, tu es sur le bord de le perdre. Là. Ah non, c'est un stress financier épouvantable. Alors, hâte de voir l'accueil. Ça risque d'être bien accueilli, entre autres, par les propriétaires de condos. C'est la suite logique du projet de loi, en fait, de la loi 51 qui avait été adoptée le printemps dernier pour décloisonner les métiers de la construction. On veut aller plus loin pour mieux protéger les acheteurs de nouvelles constructions. Mais il faut que ça ait, Alexandre, il faut que ça ait assez de dents pour responsabiliser les constructeurs pour dire, oui, là, je sais, il faut faire des condos, puis il faut en faire 40, puis on fait ça en série, puis envoyer par là. Mais il y a une limite à pas faire de qualité. Il y a une limite à construire quelque chose qui est de la scrap le jour 1 là, quand tu le remets aux nouveaux acheteurs. Donc, il faut que tu les responsabilises. Puis, sur le plan légal, là, toutes ces patentes-là de créer des compagnies à numéro pour chaque projet, pour il y a peut-être un petit ménage à aller faire. Donc, j'ai très, très hâte de voir les détails de ce que propose Jean Boulet. Il y a le complexe Guy Favreau, édifice célèbre à Montréal, qui l'est devenu encore plus quand... Les passeports. Chers amis, j'y ai dormi. Ben oui, tu y as campé, J'y ai dormi, j'y ai campé pour aller chercher un passeport, pour prendre la place dans la file pour le passeport de ma fille. J'étais peut-être en danger. As-tu vu des petits amis à 4 pattes qui se promenaient? Moi, j'en ai pas vu, j'ai pas peur de ça, soit dit en passant. Là, je fais partie des gens qui ont pas... T'as été élevé sur une ferme, toi. Ouais. Mais donc, quoi, il y a des petites souris ou des rats ou les deux... Il y a un petit problème de rongeurs dans les bureaux. C'est des fonctionnaires qui ont dénoncé la situation à nos collègues du journal. Écoute, 50 000 $ d'extermination, des pièges à souris, des trappes sur les étages, un plan intensif.
semble-t-il, en tout cas, c'est toujours problématique, là, l'entrepreneur qui gère cet immeuble-là, un immeuble fédéral, n'a pas voulu s'expliquer auprès du journal. Mais ça nous démontre un peu, Mario, souvent l'état de certains bâtiments gouvernementaux, peut-être plus vieillissants. Ouais. Mais peut-être qu'ils attendent juste leur passeport? Peut-être c'est des rats, là, ils ont vu les films sur New York, puis ils disent un vrai bon rat de ville, c'est à New York, il faut que ça aille vite. Fait que là, ils attendent leur passeport. Peut-être. Des rats voyageurs. Bon. Actualité. On en parlait hier, Mario, cette annonce-là du gouvernement Trudeau d'imposer une surtaxe de 100 % sur les véhicules électriques chinois. On attendait la réaction de la Chine qui ne s'est pas fait attendre. C'est venu de la bouche de l'ambassadeur au Canada de la Chine qui dit, en gros, que Pékin est très mécontent de la situation, que la Chine s'oppose à la décision et qu'en bout de ligne, il y a des mesures qui seront prises pour protéger les entreprises. Parce que, il n'y a pas que le Canada qui emboîte le pas, les États-Unis, l'Union européenne qui veut surtaxer les voitures électriques chinoises. Pour ce qui est du fédéral, c'est à compter du 1er octobre que les importations de véhicules électriques chinois vont être surtaxées parce qu'on veut protéger un peu les investissements qu'on a fait dans le marché ici. C'est le cas des voitures. L'industrie de l'aluminium, l'industrie de l'acier, l'industrie des voitures. Oui, parce que aussi, c'est la même chose. C'est qu'un prix, par exemple, très, très bas d'une compagnie comme BYD, par exemple, en Chine, qui est importée ici, va venir déstabiliser un peu le marché. Puis là, les Tesla de ce monde et les autres gros joueurs, à un moment donné, vont devenir... On comprend que pour le consommateur, d'avoir un véhicule électrique à bas prix, parce que c'est souvent un enjeu, Mario. Moi, je roule électrique depuis à peu près presque 2 ans, mais c'est l'accès à ces véhicules-là. C'est cher. C'est très cher, on va se le dire, là. Puis, alors, si on veut élargir ça pour la famille de la classe moyenne, c'est sûr qu'il y a des prix qui vont devoir baisser, surtout avec les subventions qui vont disparaître. Je veux dire, la Chine, BYD, il y a quelques compagnies, Xpeng, ils te proposent des véhicules en bas de 20 000 $, là. Exact. Ce qui n'est pas actuellement. Ce qui n'existe plus en Amérique du Nord depuis longtemps. Ce qui n'existe plus en Amérique du Nord. Donc, il y a l'aspect consommateur. Il y a l'aspect aussi changement climatique, là. C'est-à-dire, on dit qu'on veut plus de gens qui consomment moins de pétrole, qui adoptent le véhicule électrique. Mais sincèrement, je comprends. Là, le ministre Champagne, hier, était très émotif. Là, dire il faut protéger nos industries, il faut protéger notre emploi, il faut protéger les investissements parce que le gouvernement est investisseur lui-même dans l'auto électrique. Mais dans sa litanie, là, le ministre a dit la mesure qu'on prend est bon pour l'industrie, l'aluminium, l'acier, notre industrie automobile, nos travailleurs. Puis à la fin de sa litanie, il a dit et le consommateur. Puis là, j'ai je pense pas, non. Tout le reste est défendable. Là. Mais et le consommateur, faudrait étudier ça davantage parce que je pense pas que ça puisse dire que c'est bon pour le consommateur. Là. Ouais, l'autre nouvelle importante qui est sortie de cette retraite-là des libéraux à Halifax, c'est que le gouvernement Trudeau va resserrer la vis aux travailleurs temporaires, veut réduire la cible de 500 000 immigrants permanents. Et ça, c'est à compter du 26 septembre prochain où Ottawa veut imposer aux entreprises un plafond. On a fixé ça à 10 % au niveau des travailleurs étrangers. Le permis va aussi être limité à 1 an. On va refuser les demandes reliées à des emplois à plus faible revenu. Mais là-dessus, là, plus faible revenu, on semble vraiment s'être ajusté entre Québec et Ottawa. Il y a plusieurs des critères, des futurs critères de refus là, qui sont les mêmes Québec et Ottawa. Là, ce qui a été annoncé la semaine passée à Québec. Alors, ça m'a dit que les deux gouvernements quand même se parlaient, écoutez, sur la place publique, ils se chicanent, mais par en arrière, là, ils se coordonnent peut-être un peu plus qu'on pense. As-tu, cette impression-là, un peu du changement de ton, parce qu'on se souviendra de certains points de presse de Christine Fréchette, de François Legault, qui étaient très, très durs à l'endroit du ministre Marc Miller, très durs à l'endroit de M. Trudeau aussi. Est-ce que les violons sont un peu plus accordés? Un peu. Quoique, il continue, par exemple, sur une question comme les demandeurs d'asile, le gouvernement du Québec demeure insatisfait de la gestion du fédéral. C'est juste que pour M. Trudeau, c'est tout un changement d'orientation, là. T'sais, il a gouverné pendant 9 ans en disant plus d'immigration, on hausse les seuils, on rehausse les seuils, il faut qu'on atteigne des seuils records. On a monté. Et là, tout à coup, je veux dire,
sur une question quand même fondamentale. On tourne le paquebot. Bon, là, on dit c'est parce que la pandémie a amené une espèce de changement d'orientation, mais je sais pas jusqu'à quel point c'est un changement d'orientation. Tu te dis, OK, mais politiquement, c'est un changement de politique en profondeur, là. Ouais. Juste avant de passer au prochain sujet, Mario, je veux t'entendre sur celle-là. Ça a attiré mon attention. Tu es économiste. Je m'intéresse aussi beaucoup à l'économie. La dette des consommateurs canadiens. C'est un rapport d'Equifax Canada. C'est tout chaud. 4,2 % d'augmentation. 2500 milliards au deuxième trimestre. Et là, dans le concret, là, ce que ça représente pour le budget des gens, la dette moyenne, on exclut l'hypothèque au Québec. 18 856 $. On est tout juste après l'Ontario. C'est l'Ontario qui est en tête avec 22 272 $. À Montréal, on est à 16 748 $. Et c'est pas reluisant pour les jeunes. En excluant l'hypothèque. Donc, c'est des dettes, soit carte de crédit, principalement carte de crédit, peut-être un peu de prêt auto, des choses comme ça. C'est beaucoup. Il y a eu un phénomène quand même. Les dettes personnelles, même l'épargne personnelle, tout s'est amélioré pendant la pandémie. Parce que les gouvernements ont envoyé beaucoup de chèques. Les gouvernements ont envoyé beaucoup de chèques aux gens. On pouvait pas aller au restaurant, on pouvait pas voyager, on pouvait pas dépenser. Donc, il y a une baisse du niveau d'endettement, un volume d'épargne qui s'est créé autour de 2021. Et puis, si tu vois les courbes, là, c'est pas compliqué, à partir de l'inflation de 2022, tout ça s'est mis à fondre. Et je pense que rendu en 2024, c'est tout fondu. Il en reste plus. Les gens ont recommencé à vivre comme ils vivaient avant la pandémie, c'est-à-dire qu'on dépense beaucoup, puis même un petit peu plus que nos moyens, là. Puis dans certains cas, je suis convaincu qu'il y a des gens, des ménages qui nous défendraient. Ben nous autres, là, je veux dire, on a mis sa carte de crédit, pas nécessairement des folies ou des voyages ou des gros repas au restaurant, dans des restaurants dispendieux. On a mis sa carte de crédit, l'épicerie, la réparation, de la laveuse. Ouais. Les gens, à cause de l'inflation, les gens ont été pris carrément à mettre de l'essentiel là, sur leur carte de crédit. Mais sais-tu ce qui est terrible, moi, ce qui me fait capoter? C'est qu'à peu près une personne sur deux n'a pas de budget, ne fonctionne pas avec un budget. Alors, c'est sûr que si tu fonctionnes sans budget, tu peux avoir de fonds d'urgence. Alors, c'est sûr que les imprévus, dans ce temps-là, se retrouvent sur la carte de crédit. Mais tu vas me dire, comment tu veux que je fasse un fonds d'urgence quand je suis pris à la gorge à cause de l'inflation? Je comprends cet argument. Parce que tu dis pas de fonds d'urgence, c'est ce fameux, je me souviens plus du chiffre, c'est une quarantaine de % des gens qui vivent d'une paye à l'autre. Oui, aussi. Donc, t'as zéro dans ton compte. Quand le mercredi avant la prochaine paye, t'es comme à zéro dans ton compte, puis t'as déjà prévu, la prochaine paye, elle va payer tel compte, telle facture. Mais je veux dire, n'importe quoi qui t'arrive dans ta vie, bris à ton véhicule, perte de revenus temporaire, t'as aucun coussin, là, aucune marge de manœuvre. Le Monde. Les Russes qui ont attaqué l'Ukraine. En fait, l'Ukraine gagne du territoire en Russie, mais là, la Russie a répliqué sur le territoire ukrainien. Et des missiles qui ont été lancés, 5 missiles abattus d'ailleurs par les forces ukrainiennes, des drones, une soixantaine aussi, une centaine d'engins qui ont été déployés par la Russie, selon les informations données par Kiev. Et là, on est en train de chercher au moment où on se parle des personnes vivantes dans les décombres, parce que oui, si Kiev va bloquer un peu certaines attaques, il y a quand même là, des dommages qui ont été causés. C'est une deuxième nuit de suite où on assiste à des attaques là, directement en sol ukrainien. Hier, c'était pire. 200 missiles, on parle de missiles de longue portée, des drones encore, pas juste à Kiev, dans une quinzaine de régions de l'Ukraine. Et c'est sûr que là, il y a haute alerte du côté de la Kiev, de la ville de Kiev. Et les gens ont essayé tant bien que mal de se réfugier, entre autres, dans les stations de métro pour être épargnés. Mais on s'aperçoit que c'est loin d'être fini, Mario, ce conflit-là. Non. Joe Biden a redit ce matin, lui, qu'il était derrière l'Ukraine, mais c'est... on voit pas la fin, hein, parce que, tu sais, on dit les avancées de l'Ukraine en Russie, là, mais tu sais, on gagne un village, 2 villages, quelques kilomètres, mais c'est assez marginal. Là, c'est rien qui te permet de penser que, à ce rythme-là, à quelques kilomètres par semaine, là, c'est une guerre qui pourrait durer des années et des années. Une petite nouvelle de sport en terminant. Oui. Mario, rapidement, baseball majeur. 6e victoire de suite des Jays, 7-3 contre les Red Sox de Boston. Et on va surveiller au US Open aujourd'hui. T'as vu ce qui est arrivé de bizarre? Oui, faut que tu nous racontes ça, je vais c'est prendre trop le bon. temps de vous le raconter tout de suite. OK. On a
pour la première fois, c'est vraiment assez rare. C'est le premier joueur de toute l'histoire du baseball majeur à avoir joué pour 2 équipes dans un même match. Comment ça peut être possible? OK? Le 28 juin, match entre les Jays et les Sox, il pleut. Le match est interrompu. Pointage était 0-0, deuxième manche. C'est ça, est amorcé, mais interrompu. Alors, Danny Jansen, à ce moment-là, était un joueur des Blue Jays. Le match a été reporté au 26 août et entre-temps... Qui est devenu une espèce de programme double, dans le fond, où on finissait le premier match, puis on jouait l'autre, avant de commencer l'autre. Mais là, Jansen a été échangé des Jays aux Sox. Alors, quand on a commencé ce match-là le 28 juin, il jouait pour les Jays, et quand on a repris la suite du match, il jouait maintenant pour les Red Sox. Donc, quand on finissait hier... Le match qui était à finir du mois de juin, il était plus sur la même feuille de pointage. C'est quand même assez particulier. Fait qu'il a joué quelques manches contre son équipe actuelle. C'est vraiment fou. Alors, première fois de l'histoire que ça arrive, les Jays, victoire de 4-1 pour ce match-là qu'on terminait du 28 juin dernier. Et dans le programme double, les Jays ont remporté le deuxième match, 7-3, une victoire, puisqu'on va surveiller au tennis au US Open, entrée en scène de plusieurs Canadiens. C'est le cas de Félix Auger-Aliassime, Leila Fernandez, Denis Shapovalov et Bianca Andreescu. Essentiellement, tous les Canadiens. Résumer l'actualité en 20 minutes, c'est Mission Accomplie.